c'est un attentat tombé dans les oubliettes de l'histoire de France. Un attentat dont personne ne se souvient, alors qu'il est resté le plus meurtrier de l'après-guerre jusqu'à la semaine dernière. Le 18 juin 1961, le train Paris-Strasbourg déraille dans une courbe à Vitry-le-François. 28 morts, 170 blessés. L'OAS frappe où elle veut, quand elle veut, qui elle veut. Nous sommes en pleine guerre d'Algérie, mais l'indépendance est pour bientôt. L'OAS est pointée du doigt. Assassinat, attentat, l'organisation clandestine importe la terreur sur le territoire français. Et cette poignée d'activistes, cette poignée terroriste, a réussi à imposer à la France un débat sanglant autour de ces thèses et du maintien de l'Algérie française. Je me souviens très bien des explosions de l'OAS, que bon, c'était pas toutes les nuits, mais il y a eu des nuits bleues à Paris, ce qu'ils appelaient des nuits bleues, c'est-à-dire des moments où ils posaient des pains de plastique dans divers endroits de la capitale. C'était vrai dans d'autres villes de France également. Donc ils étaient peu nombreux, mais particulièrement bien organisés, efficaces. Ils ont réussi quand même à donner l'impression, en tout cas, que la société française était en danger pendant plusieurs mois. La violence, la peur des plastiquages, les victimes qui se comptent par centaines. Les Français ne veulent plus de cette guerre qui s'éternise. L'activité de l'OAS a encore accentué ce rejet de la guerre. Et si ces gens-là avaient un temps pensaient pouvoir retourner l'opinion, ils ont abouti exactement à la solution inverse. 10 mois après le drame du Paris-Strasbourg, les accords d'Évian sont signés, l'Algérie est indépendante, l'OAS n'aura pas modifié le cours de l'histoire. La France et le terrorisme, une longue histoire sanglante. L'extrême gauche et l'extrême droite, l'antisémitisme, l'islamisme, tous usent d'une même arme, la terreur. Au fil des décennies, les images sont les mêmes. L'effroi identique. Je suis tombé dans l'entrée du garage là. Et au moment où je tombais, j'ai vu la dame là qui est morte, elle est tombée devant moi. Comment réagir face à ces combattants invisibles? Le terrorisme doit être mis hors la loi. Pourquoi les terroristes ciblent-ils la France et sa politique étrangère depuis 50 ans? Les gouvernements successifs ont-ils reculé face à la violence aveugle? Dans l'histoire du terrorisme en France, l'attentat de la rue des Rosiers en août 1982 est un marqueur. À 13h10, un commando de 4 ou 5 hommes arrive rue des Rosiers en 2 groupes. Un premier groupe se rend dans la rue Ferdinand Duval où il jette une grenade à travers les fenêtres du restaurant. À ce moment, le second groupe pénètre dans l'établissement et ouvre le feu avec des pistolets mitrailleurs. Le gars qui tirait, il avait un costume gris que j'ai bien vu, avec une mitraillette sous sa veste. Et il tirait sur tout le monde. 6 morts, 22 blessés, un attentat antisémite. Ce qui frappe, c'est la lenteur de l'enquête qui piétine pendant 33 ans. Il faut attendre 2015 pour que le juge antiterroriste Marc Trévidic identifie enfin les auteurs de l'attentat. Des hommes installés en Norvège, en Jordanie et en Cisjordanie qui n'ont jamais été inquiétés pendant tout ce temps. Un mandat d'arrêt international vient tout juste d'être lancé contre le cerveau de cette fusillade meurtrière. Les choses étaient beaucoup plus complexes à l'époque. Il n'y avait pas de loi antiterroriste de 1982 à 1986, il n'y avait pas de pôle antiterroriste, il n'y avait pas de juge antiterroriste, il n'y avait pas de policier antiterroriste. C'était les balbutiements de ce phénomène. L'enquête qui s'ouvre en 1982 n'évoque même pas le mot de terrorisme. Homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire, infraction à la législation sur les armes, attentat contre la paix intérieure. Le mot terroriste ou terrorisme n'est même pas prononcé parce qu'il n'existe pas dans la loi. Si la loi ignore le terrorisme, les Français, eux, le ressentent dans leur chair. 1 an après l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, une vague d'attentats sans précédent frappe la France. Le train Paris-Toulouse en mars, 5 morts, 27 blessés. À Paris, des voitures piégées sautent régulièrement devant l'ambassade d'Irak, devant le lycée Carnot, 2 blessés graves. Et rue Marbeuf, où une passante est tuée. En fait, en 82, la France est un champ de bataille. On subit pratiquement tous les mois
et des fois 2 fois par mois, des attentats. Presque tous à Paris. Il y a eu des attentats à Lyon, dans des grandes villes, il y a eu le Capitole, etc. Mais presque tous les mois, on a un attentat. Et il n'y a pas de vraie réaction puisqu'on a pris cette habitude et qu'en fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. Les policiers ou les services de renseignement n'étaient pas formatés pour faire de la lutte antiterroriste. Le terrorisme, c'était pas une matière noble pour le flic. C'est-à-dire que le flic voulait faire de la lutte contre le grand banditisme, du stupéfiant, des crimes de sang, des grosses affaires, etc. Mais le terrorisme, c'était un truc, on le faisait parce qu'il fallait faire l'enquête. Des policiers dépassés, un pouvoir politique aux abonnés absents, inimaginable aujourd'hui. Pourtant, malgré les différences d'époque et de contexte, l'attaque de la rue des Rosiers fait écho aux attentats du 13 novembre dernier. On a dit à l'époque que c'était lié à la guerre du Liban, au contexte au Proche-Orient, et certainement que les motivations du groupe Abou Nidal étaient liées. Mais il n'en demeure pas moins que le phénomène était le même. C'est la même chose que vendredi soir qui s'est produit. C'était des gens qui étaient venus déjeuner, qui se promenaient dans un quartier de Paris. C'est ça le terrorisme. Le terrorisme, c'est de s'en prendre à des civils innocents qui n'ont rien à voir avec le conflit. Il faudra attendre 1986 et le retour de la droite au pouvoir pour que la première loi contre le terrorisme voie le jour. Car les années 85-86 connaissent une nouvelle vague d'attaques, plus sanglante qu'en 82. Quelles raisons poussent les terroristes à poser leurs bombes dans les magasins de la capitale pendant cette année noire? Soudain, une bombe explose au premier sous-sol du magasin, plus exactement au rayon des décorations de Noël. Bilan 43 blessés au Printemps et aux Galeries Lafayette. La liste s'allonge. Galerie Point Chaud sur les Champs-Élysées, 2 morts. Un centre commercial à La Défense. Et le plus terrible, la rue de Rennes, 7 morts. Derrière ces attentats, le comité de soutien aux prisonniers politiques du Proche-Orient, le CSPPA, aux motivations obscures. Pour celui qui était l'un des premiers juges antiterroristes, c'était un véritable casse-tête. On hésite toujours sur l'origine des attentats entre la Syrie, l'Algérie, l'Iran, l'Irak. On soupçonne un peu tout le monde. Si vous êtes dans cette période de 86, 85, 86, on soupçonne un peu tout le monde. On se dit c'est forcément quelqu'un qui nous en veut, mais pourquoi nous en veut-il? D'autant qu'on avait une revendication à chaque attentat qui demandait la libération des chefs majeurs d'organisations terroristes majeures. Mais en réalité, ils n'en avaient absolument rien à faire. Ils faisaient ça pour nous perdre, un peu plus pour nous perdre. Ils nous faisaient de la fausse revendication. En réalité, c'était vous, Français, vous êtes dans la difficulté. Maintenant, il faut réagir à changer de politique. Et au final, c'était l'Iran. Et au final, c'était l'Iran. Entre les deux pays, les relations sont exécrables. La France refuse de rembourser une dette de 1 milliard de dollars au Mollah. Et elle soutient l'Irak en guerre contre l'Iran. L'Iran ne s'attaque pas directement à la France, il prend ce qu'on appelle en fait d'une guerre asymétrique, il prend des moyens terroristes pour s'attaquer à un pays qui est plus fort que lui. Et là encore, on se doute bien qu'il y a une implication, on n'a pas de preuves formelles, mais il y a quand même puis sont plus que des doutes, c'est des quasi-certitudes, mais c'est le terrorisme de l'époque. Il est sponsorisé par des États, mais il n'est pas signé parce que les États sponsors du terrorisme, et à l'époque la Syrie et l'Iran, estiment qu'on ne remontera pas jusqu'à eux. Bilan du bras de fer, 13 morts, plusieurs centaines de blessés. Et la France qui finira par régler sa dette à l'Iran. Céder ou pas au terrorisme, la question se pose à nouveau violemment en 1995. 8 attentats en 3 mois, des bombes qui sautent dans les rues. Madame, monsieur, bonsoir. 24 heures après l'attentat de la place de l'Étoile à Paris, 9 personnes sont encore hospitalisées sur les 17 touchées par l'explosion de la bombe placée dans une poubelle au coin de l'avenue de Friedland et de l'avenue Hoche. Les transports en commun sont visés. 8 morts à la station Saint-Michel du RERB. 29 blessés 3 mois plus tard dans le RERC. La psychose s'installe. Est-ce que vous hésitez avant de venir dans un grand magasin? Vous pensez que c'est dangereux? Non, on va rentrer vite, on va partir vite et en espérant qu'il n'y a rien qui se passe. Encore une fois, les racines de ces attentats se trouvent à l'étranger, en Algérie. Le commanditaire est une organisation terroriste, le GIA. Il réclame la fin du soutien de la France au coup d'État militaire en Algérie. Pour Hervé de Charette,
le ministre des Affaires étrangères à cette période, un pays comme la France ne peut pas reculer face au terrorisme. Le GIA espère que par ces attentats, ça nous dissuade d'avoir avec le gouvernement algérien des relations positives. Elles ne l'étaient pas, et il est vrai que ces attentats ne contribuent pas à améliorer la relation franco-algérienne. C'est incontestable. Et il n'est pas difficile de résister à cette pression, parce qu'il y a des morts dans Paris, de se dire je vais changer ma politique étrangère de manière à avoir moins de problèmes avec le GIA algérien. Non. Non ? Non. Alors, comme vous avez pu le voir, aussi bien en 86 qu'en 95 qu'aujourd'hui, jamais le gouvernement français, aucun gouvernement français n'a accepté de remettre en cause sa politique étrangère parce qu'il était soumis à des attentats. C'est une règle d'airain qui a été respectée, ne pas changer de politique après un attentat, voire au contraire, durcir sa politique initiale après un attentat pour ne pas donner d'incitation à d'autres, par la suite, d'autres protagonistes, d'avoir recours à des moyens terroristes pour nous faire changer de politique. En 1995, les attentats avaient cessé après la mort de Khaled Kelkal, le principal responsable, traqué puis abattu par les policiers. Khaled Kelkal, le premier djihadiste made in France, le premier d'une longue liste.